Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, ce nouveau format que j'ai appelé avec une créativité débordante, critique en rafale, puisqu'il s'agit de traiter de 5 œuvres en une vidéo. Alors bien sûr on parlera de séries, de films, mais aussi de bandes dessinées, de romans, de jeux vidéo, pourquoi pas de jeux de rôle sur table, soyons fous. La différence avec une vidéo coup de cœur, c'est que je n'ai pas forcément aimé tout ce dont je vais vous parler ici, avec la règle assez simple, qui fait que plus on avance dans la vidéo, plus j'ai apprécié ce que j'évoque. Et un dernier petit mot concernant les spoilers, rassurez-vous, quand il y en aura, ils seront très légers, pas de quoi vous gâcher la surprise bien sûr, ce serait stupide, mais simplement quelquefois ce qu'on aimerait savoir avant de lire, de regarder, d'acheter. Et on commence avec le film Mortal Kombat. Oui, bon, désolé, j'avais vu la version de 1995 en salle avec des enfants, on peut dire, il y avait une ambiance de fou. Et là, bon, je l'ai vu à domicile, le film est disponible à l'achat numérique depuis le 12 mai, et je vous décortique tout ça. The fate of billions will depend upon you. À mes yeux, les 7 premières minutes de ce film sont de loin les plus réussies. Elles nous laissent espérer une solide adaptation qui pourrait même peut-être transcender le matériau d'origine. Ces 7 premières minutes, vous pouvez les voir gratuitement sur YouTube, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Vous pourrez y découvrir les 2 personnages les plus réussis du film, avec une véritable ambiance, un soin du décor, et le tout pour vous présenter un élément ancien et fondateur de la saga Mortal Kombat. Malheureusement, le reste du film s'avère très différent, non seulement en termes de tonalité, mais aussi d'intensité, d'interprétation ou même de décor. Ne nous voilons pas la face, à partir de ce point, tout se dégrade très nettement, même s'il est vrai qu'on peut assez souvent sourire, voire rire peut-être, au comportement de Kano. Il me semble qu'on peut relever 4 grands points négatifs qui pèsent beaucoup sur ce nouveau Mortal Kombat. Le premier consiste à inventer un personnage inutile alors que Mortal Kombat en compte des dizaines. Le pire, c'est que ce personnage va suivre un parcours prévisible à 100% et déjà vu et revu ad nauseam dans des tas d'autres films et séries. Deuxième point négatif, ce Mortal Kombat s'inscrit très clairement dans l'idée de lancer une franchise et il s'avère n'être qu'un très coûteux teasing à une éventuelle suite dans laquelle on verrait le fameux tournoi. Troisième point négatif, on a un véritable souci artistique sur les décors du film, ou parfois leur absence. C'est un monde soit moche, soit désertique, soit vide, soit carton-pâte, et même parfois tout en même temps. Quatrième point négatif, les combats ne sont pas assez bons dans l'ensemble pour rattraper tout le reste. Alors certains sont réussis, notamment ceux qui font intervenir Sub-Zero, mais d'autres sont trop courts, voire parfois ridicules, comme si on voulait vite les expédier pour passer à la scène suivante d'exposition complètement chiante et quasiment inutile. Dans l'ensemble, malheureusement, on ne ressent quasiment aucune émotion en regardant ce Mortal Kombat. Alors peut-être au début, quand on a encore un espoir, par exemple lors de la première rencontre entre Jax et Sub-Zero, c'est assez violent, mais disons que voilà, on est un peu sur les rails et on ne va pas avoir d'énormes surprises, de gros coups de foudre pour tel ou tel protagoniste ou pour tel ou tel combat, et les niveaux de puissance relatifs des différents personnages sont parfois un peu mal gérés. Et puis on se demande aussi comment fonctionnent les règles auxquelles Raiden, le dieu du tonnerre, doit se soumettre ou ne pas se soumettre d'ailleurs. Et enfin, les nombreuses tentatives du film de venir intégrer à son histoire certaines des répliques emblématiques du jeu vidéo, eh bien elles tombent à plat ou alors elles deviennent carrément gênantes. Et puis pour ce qui est des fatalities, des effets gore, c'est trop cheap pour faire une différence. Ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est que les belles incarnations de Sub-Zero et de Scorpion sont un peu gâchées dans l'ensemble qui est vraiment largement plus médiocre que ces deux-là. Et peut-être que si on pouvait retirer ces deux personnages et les relancer dans une suite de bien meilleure qualité, on pourrait espérer quelque chose de carrément potable. Je passe maintenant à la deuxième œuvre de cette critique en rafale, et il s'agit d'Oxygène, un film à concept, comme on dit, disponible sur Netflix, un film d'Alexandre Adja. Même si, de mon point de vue, Oxygène ne restera pas un film marquant, je trouve qu'il se suit sans déplaisir et qu'il parvient à conserver notre intérêt, notre attention, en termes de suspense notamment, et ce jusqu'au bout. Puisque je parlais de film concept, je vais vous le résumer très rapidement, de toute façon c'est ce qu'on découvre dès le tout début du film. Une femme se réveille à l'intérieur d'un caisson médicalisé, elle est attachée, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, ni même qui elle est. Et le problème, c'est que le niveau d'oxygène du caisson est déjà dangereusement bas, et donc elle devra tout faire pour comprendre et survivre.
Oxygène se veut bien évidemment claustrophobique, angoissant, mais de mon point de vue, c'est surtout la volonté de parfaitement comprendre tous les enjeux, toutes les explications de la situation qui a maintenu mon attention jusqu'au bout. Puisque oui, d'une certaine façon, Oxygène est un film à twist, et je parle bien ici de révélations surprenantes, pas de la danse du début des années 60, puisque de toute façon, dans le caisson, il n'y aurait pas assez de place. Des twists donc, mais rassurez-vous, puisque personnellement, j'ai deviné un des grands twists de l'histoire au bout d'1 minute environ, mais ça ne m'a pas pour autant gâché le plaisir, puisqu'on a l'interprétation de Mélanie Laurent qui tient vraiment bien le film, et par ailleurs j'avais vraiment envie de savoir si ma théorie était juste jusqu'au bout, et de ce point de vue, c'est bien géré en termes de timing des révélations. De manière générale, j'ai bien apprécié les décors, la photographie, l'interprétation. Je parlais de Mélanie Laurent qui porte le film puisqu'elle est quasiment à l'écran chaque seconde, mais on a aussi la voix de Mathieu Amalric qui est assez intéressante de manière désincarnée. Et puis sur le sous-texte, on va dire, j'ai apprécié la relative subtilité du message concernant la bioéthique ou encore la place de la science dans l'évolution de l'humanité de manière générale. Et j'ai beau ne pas m'appeler Captain Blofeld, je pense que je me situe environ au milieu du spectre entre ceux qui crient au génie et ceux qui hurlent leur déception. En résumé, ce film peut parfaitement vous tenir une soirée de façon assez agréable, à condition de ne pas être trop claustro, de ne pas avoir trop la phobie des aiguilles ou encore des rats. Direction maintenant le monde merveilleux de l'animation. On reste chez Netflix puisque je vais vous parler du film d'animation The Mitchells vs The Machines. Oui, je sais, j'ai un accent formidable et c'est pas mal du tout. Et on doit ce film d'animation complètement déjanté à l'équipe qui avait déjà raflé un Oscar et le cœur du public avec l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse. Et même si je garde une nette préférence pour ce dernier, le Spider-Man, The Mitchells vs The Machines est un film débordant de créativité et souvent hilarant. À vrai dire, je n'avais jamais vu la culture de l'humour internet aussi bien portée à l'écran, et votre niveau d'appréciation dépendra en partie de votre culture des mèmes et autres excentricités qui agrémentent le quotidien du web participatif. Je suis convaincu que certains trouveront que ce film s'agite trop, qu'il part dans tous les sens, mais je pense que c'est essentiellement une question d'appréciation individuelle, comme toujours, et peut-être d'âge aussi. Et je préfère vous prévenir tout de suite, surtout ne cherchez aucune cohérence dans ce que les personnages sont ou deviennent capables d'accomplir, c'est du grand n'importe quoi assumé, et il faut quand même souligner que la séquence des Furbies est anthologique. Au passage, on aura aussi une petite réflexion sur l'addiction aux écrans et son effet sur les relations humaines et notamment familiales. Et oui, c'est vrai, c'est plein de bons sentiments, mais très franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri ou souri devant un film d'animation qui est parfait pour être regardé en famille. Attention, puisque maintenant on va radicalement changer de tonalité, d'ambiance, vers quelque chose de carrément adulte, avec la série Gangs of London, disponible sur Stars Play, une option payante sur Prime Video par exemple. Pour le moment, une seule saison de 9 épisodes est disponible pour cette série britannique très dure, très violente, qui va nous entraîner au cœur du crime organisé de la capitale anglaise. Une violence très rude donc, parfois même outrancière, mais généralement au service de scènes particulièrement marquantes, spectaculaires, comme on en voit très rarement dans une série. Et quand je vous aurais dit qu'on retrouve notamment Gareth Edwards derrière cette série Gangs of London, et que ce nom, c'est celui du réalisateur de The Raid 1 et 2, je pense que vous commencerez peut-être à me prendre au sérieux si vous avez vu ces deux films de baston. Parmi les interprètes les plus connus sont clairement Joe Cole, après Skins et Peaky Blinders, mais aussi Michelle Fairley de Game of Thrones. Et pourtant, le rôle principal est tenu par Sope Dirisu, une découverte prometteuse qui s'en sort étonnamment bien, que ce soit dans l'action ou le drame. La série est une énorme réussite de mise en scène avec des plans larges qui posent une ambiance glaçante ou brûlante, devrais-je dire, mais aussi des scènes de baston et de fusillade absolument hallucinantes, notamment dès le premier épisode, ou dans une bonne partie de l'épisode 5. Et la petite faiblesse de la série, c'est peut-être qu'il est justement très dur de retrouver le niveau atteint par l'épisode 5 d'anthologie qui va venir poser comme un Everest de gunfight au beau milieu de la saison. Et malgré tout, la fin de la série tient la route, n'épargne rien ni personne et ne s'excuse jamais de nous montrer l'hypnotique laideur de la vengeance, de la rage et de la destruction. Âme sensible s'abstenir, les autres foncez. Peut-être le savez-vous déjà si vous avez lu mon livre Captain Popcorn Universe, mais si je devais retenir un seul genre parmi tous ceux qui existent, ce serait à coup sûr la fantasy,
et notamment la fantasy littéraire, mais aussi quelques adaptations ciné et séries. C'est donc avec un livre, ou plutôt une série de livres, que j'ai décidé de clore cette première édition de Critique en rafale avec La Compagnie Noire, qui est donc une série de fantasy qui va nous décrire le quotidien et les mésaventures d'une compagnie de mercenaires sur de nombreuses années. Ces livres de fantasy de Glenn Cook datent de 1984 pour le tout premier, et c'est déjà plus ou moins un classique de la fantasy, même plutôt plus que moins, mais si je vous en parle maintenant, c'est que je n'ai commencé à les lire que très récemment. J'ai été frappé par l'originalité, l'inventivité, l'aspect inclassable de cette œuvre qui la rendent moderne, voire même intemporelle, et par certains aspects peut-être un peu difficiles d'accès. La Compagnie Noire, c'est 11 livres en version originale pour l'instant, et je vous en parle après avoir lu l'intégrale qui regroupe les 3 premiers qu'on appelle aussi les livres du Nord, car la majorité de l'action se déroule au nord du continent imaginaire créé par l'auteur. Et l'histoire, on va la suivre au travers des chroniques tenues par l'homme qui est responsable des annales de cette fameuse compagnie de mercenaires, la dernière compagnie mercenaire de Katovar, la Compagnie Noire. Et dans la vision qu'on nous propose de ce récit, la guerre n'a jamais rien de grand ou de glorieux. La Compagnie Noire se retrouve à batailler pour le camp du mal, en tout cas celui qu'on perçoit comme tel, sachant que l'idée de l'existence d'un camp du bien est largement battue en brèche. Et je dois dire que j'ai été assez étonné par l'importance de la magie dans la Compagnie Noire, puisqu'initialement je m'attendais à un monde de low fantasy, comme on l'indique lorsque le niveau de magie est assez faible, comme par exemple dans Game of Thrones pour citer un exemple très célèbre. Et au final, de très puissants magiciens ont une importance assez grande dans le récit, ne serait-ce qu'en toile de fond. La Compagnie Noire excelle dans sa capacité à suggérer la camaraderie militaire qui n'ose jamais dire ses sentiments, et dans une grisaille morale qui amène sans cesse le lecteur à remettre en perspective ce qu'il attend d'un roman de fantasy. Ce cycle met nettement l'accent sur la définition, l'approfondissement des personnages, au détriment parfois, même souvent, de la description d'un monde qui n'est qu'un prétexte pour développer cette histoire et dont le développement n'est pas du tout un but en soi pour l'écrivain. Même pour un habitué de fantasy comme moi, j'ai trouvé les intrigues surprenantes et les protagonistes profondément humains, que ce soit pour le meilleur ou souvent pour le pire. Le deuxième tome, notamment Le Château Noir, prend des chemins de traverse et il va parvenir à nous faire suivre avec intérêt le parcours d'un vil personnage qui se perd vraiment dans d'incroyables bassesses et à quelques vagues tentatives de rédemption, mais on se prend d'intérêt pour lui, on se demande ce qui va lui arriver. Mon principal grief porterait sans doute sur la relative pauvreté de la description des affrontements armés, puisque oui, c'est sans doute très personnel, mais je suis assez friand des belles descriptions de combats à l'arme blanche, et ici on aura souvent des descriptions concernant la magie, mais pour ce qui est des combats à l'épée ou autres, ce sera très rapidement expédié. J'ai bien l'intention de poursuivre avec les prochains tomes, les livres du Sud, puis de la pierre scintillante, ne serait-ce que pour cette capacité à surprendre et à dresser des portraits échappant aux archétypes habituels de la fantasy. La Compagnie Noire est donc un classique mais un peu à part dont je vous recommande la découverte. Je suis convaincu que certains d'entre vous adoreront, alors que d'autres resteront hermétiques, mais c'est aussi ce qui participe à en faire l'intérêt. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, jetez un œil à mon livre Captain Popcorn Universe, et si vous ne le faites pas, je serai obligé de vous faire subir toutes les fatalités possibles de Mortal Kombat en même temps. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, notamment pour The Bad Batch, que je couvrirai au rythme de 2 épisodes pour une vidéo, donc un peu de patience. Salut!